Bonjour, bonjour. Oui, c'est ça qu'on dit le matin. Le matin, on dit bonjour. Le soir, on dit bonsoir. Mais là, c'est le matin. Voilà, donc bienvenue pour cette deuxième expédition des Creative Morning. Voilà. Juste pour rappeler 2 petites secondes, c'est un concept qui arrive à Lyon. Donc c'est la deuxième édition. On a fait une première. Donc en gros, c'est un petit déjeuner comme ça offert tous les mois sur un thème qui est donné dans le monde. Et en fait, en ce moment même, il y a 170 villes dans le monde qui sont en train de plancher exactement sur le même thème que celui sur lequel Linda Degouve, ici présente, va plancher elle aussi. Donc aujourd'hui, c'est le thème de l'égalité. Et juste pour rappel, donc c'est filmé, ces conférences, et mis sur une plateforme que vous avez dû voir qui s'appelle lescreativemorning.com, sur lequel effectivement vous allez pouvoir trouver toutes les vidéos de ces 170 villes et de ces 170 interprétations du même thème. Donc voilà, sur lescreativemorning.com, vous avez une vraie belle collection de témoignages, puisque ça existe maintenant, je crois, depuis 5 ans ou 6 ans. Donc il commence à y avoir une belle bibliothèque de réflexion. Voilà, pas plus. Si, juste pour dire que c'est une initiative bénévole. Aujourd'hui, on est une dizaine à travailler dedans. Et tout le monde est évidemment le bienvenu si vous avez envie de vous investir, donner un petit peu de temps, porter un petit truc le matin juste avant, nous aider à trouver des speakers, on appelle ça en anglais, en tout cas des gens qui vont venir parler, ou nous aider à organiser, parce que c'est pas rien, mine de rien, de trouver des gens comme les London et New York Bakery, c'est ça, ou Bakery, voilà, avec Agnès qui ce matin vient nous offrir le petit déjeuner. Donc déjà, merci beaucoup Agnès. Voilà, et je vais laisser tout de suite la parole donc à Linda Degouve. C'est juste pour parler un petit peu du lieu dans lequel on est, parce que des personnes posaient la question. Donc, au premier Creative Morning, on était au Sofa, donc dans Guillotière, qui est ouvert depuis mars, et celui-là est ouvert depuis janvier. Et le concept Sofa, c'est un concept qui est sur Lyon depuis à peu près 2 ans et demi. Et en gros, c'est un slow café, c'est-à-dire que vous venez, vous payez autant que vous restez. Quand il y a le buffet habituel, vous pouvez prendre ce que vous voulez tranquillement. Et sinon, il y a vraiment tout un concept de communauté qui est en train de se créer avec des permanences la journée. Vous pouvez venir vous faire masser, découvrir la médecine chinoise, la programmation neurolinguistique. Et puis, plus on rencontrera de gens qui veulent donner des permanences, plus il y aura de choses diversifiées. Pour la rentrée, il y a plein de nouveaux trucs qui arrivent. Voilà. Donc, tu as déjà parlé de notre gentille dame qui nous s'occupe du petit déjeuner. Donc, encore merci à toi. Pareil, pour les autres mois, le but, c'est qu'on trouve des personnes qui sont variées, qui veulent nous faire découvrir plein de trucs. Donc, si vous connaissez des gens qui savent faire des super petits déj, c'est top. Si vous connaissez des gens qui savent cracher du feu sans feu, vous pouvez aussi nous dire c'est top parce que ça peut faire de l'animation. Si vous faites du théâtre et que vous avez envie de faire des trucs ou que vous connaissez des clowns ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à proposer, c'est complètement ouvert. Comme il disait, c'est bénévole. Et en plus, vous pouvez mettre votre pierre là où vous avez envie. Donc, c'est complètement libre. Et après, si vous avez envie qu'on vous dise quoi faire, on peut aussi vous dire quoi faire. Donc, n'hésitez pas à venir. Voilà. On va attaquer. Donc, je te laisse ce beau micro qui est très, très agréable en bouche. Tu vas voir, c'est confortable. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes, voilà, pour être confort, vous pouvez venir, vous pouvez vous mettre par terre. Il y a un petit fauteuil qui est là. Celui-là, je pense que vous pouvez voir les slides. Sinon, il y a l'autre côté aussi, côté bar, là, qui est assez sympa, derrière les plantes. C'est le côté un peu plus intimiste, quoi. Donc n'hésitez pas à vous installer, on est parti quoi. C'est parti ? Bonjour, donc je vais essayer de m'habituer au micro. Voilà. Donc moi aujourd'hui je vais intervenir sur le thème equality, donc égalité, pas du tout sur le transhumanisme comme on m'a dit tout à l'heure. Je vais intervenir sur le thème de l'égalité dans sa représentation en histoire de l'art. Alors pourquoi en fait ? Alors par contre il faut qu'on ait un petit donc next. Voilà. Bon déjà, enfin pourquoi aujourd'hui on est là ? Pourquoi aujourd'hui je suis là ? Parce que en fait quand on parle de l'égalité, que ça soit une égalité mathématique, en fait le fait de voir deux réalités qui se substituent l'une à l'autre
ou plutôt une égalité dans le sens politique, c'est-à-dire le fait de partager, que tout le monde, enfin le principe selon lequel les hommes partagent les mêmes droits et les mêmes devoirs, et qu'on compare ça avec l'imagerie de l'histoire de l'art qu'on rencontre quand on fait des études d'histoire de l'art, et bien en fait, moi je n'avais aucune représentation visuelle en tête. Donc ça m'a quand même interpellée. Les seules représentations qu'on trouve, c'est des représentations des allégories de l'égalité, qui sont vraiment des représentations qui émergent après la Révolution française, qui illustrent la devise de la France, donc liberté, égalité, fraternité, et qui reprennent en fait le principe de l'allégorie, c'est-à-dire une personne qui représente un concept. Et ici, l'allégorie de l'égalité, elle se caractérise par le niveau de bâtisseur qu'on voit, donc c'est la petite équerre, et qui est destinée à montrer que les hommes sont égaux entre eux, qu'on va pouvoir mesurer leur égalité. En dehors de ça, il y a très peu de représentations artistiques de l'égalité en tant que telle. Alors bien sûr, je mets toutes les précautions oratoires, c'est-à-dire que je ne connais pas bien sûr l'intégralité de l'histoire de l'art du monde entier, mais en tout cas, dans les icônes qu'on rencontre fréquemment, il y a très peu de représentations. Donc du coup, en fait, j'ai essayé de voir quelles étaient, au fil de l'histoire de l'art, les grandes étapes qui, aujourd'hui, nous permettent de dire qu'on est dans une sorte de démocratie artistique, avec, on va dire, plusieurs principes qui émergent au fur et à mesure, qui sont d'abord, on pourrait dire, le droit de chaque personne de devenir sujet d'une représentation artistique, qui est une des premières, on va dire, conquêtes de l'égalité dans l'histoire de l'art. Le fait que tout le monde peut devenir artiste, donc ça peut être aussi un nouveau thème d'égalité en histoire de l'art, et le fait que tout le monde ait accès à l'art. Et en fait, on retrouve quand même une sorte de chronologie dans la conquête de ces différentes étapes, qu'on va détailler, et on va commencer par dire quelle était la situation en Europe occidentale. Donc on va se concentrer sur l'Europe occidentale. En Europe occidentale, donc en fait au début de l'art, de ce qui va devenir l'art moderne, donc c'est-à-dire à la Renaissance. Et là, on peut dire que vraiment, en termes de représentation artistique, on est dans une inégalité complète. Alors, pourquoi, en fait, quand on regarde les représentations artistiques de la Renaissance, on ne retrouve pas du tout de représentations qui sont considérées comme égalitaires? Déjà, parce que contrairement aux mythes que souvent on a en tête, l'artiste maudit qui crée tout seul dans son coin et qui, en fait, va exprimer sur la toile ou dans la terre son idée parce que, voilà, il est inspiré, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout avant le 19e siècle. Donc ça veut dire que jusque-là, l'artiste est très proche de l'artisan et qui travaille sur commande. Et quand il travaille sur commande, il travaille pour quelqu'un qui a les moyens. Et en fait, quelqu'un qui a les moyens et qui va commander une œuvre d'art, donc on est très souvent, enfin pendant longtemps, on va être dans la peinture qui est religieuse, donc qui est destinée à décorer les églises. Et la personne qui va en fait donner ses deniers pour décorer une église, typiquement ici on a un tableau qui date du XVe siècle, qui s'appelle La Vierge au chancelier Rollin. Sur la partie gauche, on voit le chancelier Rollin, donc c'est la personne qui a payé pour être représentée sur le tableau. Il ne se fait pas du tout représenter comme un homme du peuple. En fait, il se fait représenter justement avec une ostentation. Il se fait même représenter avec un habit qu'il n'aurait normalement pas le droit de porter, qui est l'habit qui symbolise le pouvoir de la région de Bourgogne. Donc en fait, si lui se fait représenter, s'il paye en fait pour décorer une église, c'est justement pour montrer, bon bien sûr pour montrer sa dévotion, etc., mais pour montrer qu'il a les moyens de le faire et qu'il n'est pas du tout l'égal des autres. Pendant très longtemps, l'église est le principal commanditaire d'œuvres d'art. Et en plus, l'Église, jusqu'à la contre-réforme, donc jusqu'au XVIIe siècle, va privilégier une imagerie qui met vraiment en exergue la différence entre le monde terrestre et le monde céleste. Donc ça veut dire que quand on regarde un tableau, quand on est un dévot, qu'on va dans une église, qu'on regarde un tableau, l'Église ne va pas du tout chercher à ce qu'on puisse s'identifier. Et on le voit très bien ici dans ce tableau du Gréco, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une très nette séparation entre le monde terrestre qui est en bas et le monde céleste qui est en haut. Et en fait, on cherche à faire en sorte que les gens soient dans une position de vraiment grande humilité par rapport à la religion et qu'on leur montre sur la toile et on leur montre dans les moyens picturaux qu'ils ne sont pas du tout, enfin que la vie qu'ils vivent au niveau terrestre ne sera pas du tout la même que celle qu'ils vivent au niveau céleste. Donc la représentation picturale n'a pas du tout une vocation à refléter la réalité des gens qui la regardent et l'égalité par rapport à leur vie quotidienne. Alors, on pourrait se poser la question par rapport au portrait. Donc, par rapport au portrait, on pourrait dire, ici, on a un portrait d'homme. On pourrait penser que c'est l'équivalent d'un photomaton, en fait, du XIVe siècle.
Pas du tout. En fait, c'est le premier portrait individuel qu'on conserve depuis l'Antiquité. C'est le portrait de Jean de Lebon, qui est le roi de France. Et en fait, il n'a pas spécialement besoin de se représenter avec les attributs royaux. Bon, déjà parce qu'à l'époque, on n'a pas les mêmes attributs. Nous, on a en tête, quand on pense au portrait royal, on pense au portrait de Louis XIV par Rigaud, où on voit Louis XIV en grande tenue de sacre, etc. Là, Jean le Bon, en fait, à l'époque, il n'a pas besoin de montrer qu'il est monarque, parce que le seul fait qu'il soit représenté, ça veut dire qu'il est le roi de France. Il est représenté parce qu'il est complètement au-dessus des autres. C'est le seul portrait individuel qui existe, donc on n'a pas besoin de savoir que c'est le roi. En l'occurrence, c'est écrit, mais ça ne serait pas écrit, ça serait pareil. Cette tradition du portrait, en fait, qui est un portrait en modestie, donc on pourrait considérer comme en modestie, en fait, c'est une sorte de fausse modestie. Par exemple, dans le portrait de Philippe IV par Velázquez, qui date du XVIIe siècle, en fait, à cette époque, Philippe IV, c'est le souverain absolu du monde. C'est-à-dire que l'Espagne domine littéralement le monde. Elle a accès à l'or des Amériques. C'est vraiment la puissance internationale la plus forte et qui est incontestable. Et Philippe IV, il ne se représente pas du tout comme un souverain, il se représente à la limite comme un grand de la cour d'Espagne. Et en fait, à propos de ce portrait, un des historiens qui a beaucoup travaillé sur Velázquez dira que la plus grande modestie, en fait, côtoie la plus grande puissance. On est au-delà de la représentation picturale, on est vraiment dans le concept même de l'inégalité. À partir du XVIe et du XVIIe, il y a une première étape qui va être franchie, qui va permettre d'aller progressivement vers plus d'égalité, au sens où on en a parlé tout à l'heure dans l'histoire de l'art, qui va être une sorte d'émancipation de l'artiste. Alors pourquoi une émancipation ? Parce que tout à l'heure, on disait que l'artiste et l'artisan sont restés très liés pendant jusqu'au XVIe siècle, et qu'en fait, on considérait qu'ils faisaient le même métier. À partir de la Renaissance, en fait, l'artiste va revendiquer la cosa mentale, c'est-à-dire le fait de pouvoir, la conception de l'œuvre, pas seulement sa réalisation, pas seulement le fait d'avoir les mains dans la peinture ou les mains dans le marbre, mais le fait de pouvoir avoir le dessin, donc D-E-2-S-E-I-N, de l'œuvre. Et en fait, ça c'est quelque chose qui se rapporte à la théorie platonicienne de l'art, qu'on a en fait qui a porté notre art jusqu'à Cézanne, et qui en fait fait en sorte que seules les choses dignes de valeur peuvent être représentées. C'est-à-dire qu'on ne peint pas pour peindre, on peint pour porter un message. C'est une sorte de réalité augmentée. C'est-à-dire que quand le peintre ou le sculpteur doit se rapprocher de la réalité, il doit représenter la réalité en étant susceptible de montrer en quoi elle est bonne pour l'homme, en quoi elle élève l'âme. Donc c'est le principe qu'on appelle de la mimésis, mais qui n'est pas du tout la représentation photographique, c'est vraiment la représentation avec une valeur morale. Et ici, en fait, dans un tableau de Poussin du XVIIe siècle, qui s'appelle le Jugement de Salomon, on voit bien, c'est assez flagrant cette représentation, l'égalité entre le beau et le bien, est assez flagrante de façon inversée, parce que, je ne sais pas si vous avez en tête l'histoire, mais en gros, il y a deux mères qui se disputent un enfant, et Salomon dit on n'a qu'à le couper en deux. Et la mère dont c'est pas l'enfant accepte, alors que la mère dont c'est l'enfant dit non, je préfère que ça soit l'autre qui l'ait plutôt qu'il meure. Et la mauvaise mère ici, qui est en fait, alors je suis pas très bien plutôt donc à droite, en fait elle est verte. Alors je sais pas si ça se voit très bien sur l'image, mais elle est représentée, sa peau est verte, donc elle est représentée comme un cadavre. Donc en fait, pas la mauvaiseté, mais le mal a une expression artistique, a une expression picturale. Et cette théorie du beau égale le bien, en fait, encore une fois, on va la porter pendant très longtemps dans l'histoire de l'art. À partir du XVIe siècle, le fait que les artistes puissent se détacher de l'artisanat leur permet aussi, en fait, d'apporter vraiment leur patte à ce qu'ils créent. Et on va le voir juste maintenant, avec notamment le Caravage, qui pareil a été quand même vraiment une révolution picturale et qui s'est inscrit aussi tout à l'heure, on parlait de la peinture religieuse, dans le fait que l'Église voulait que les fidèles ne puissent pas s'identifier, qu'il n'y ait pas de relation d'égalité entre la vie des fidèles et ce qu'ils voyaient dans les représentations dans les églises. Avec le XVIIe siècle et la contre-réforme, ça change. Et Caravage, dans la mesure où il a assimilé le fait d'être un artiste qui revendique la part intellectuelle de son art, il va pouvoir créer ses propres modèles, interpréter les textes bibliques à sa façon. Et lui, en fait, il va aller chercher des modèles dans la rue. C'est-à-dire qu'il va aller représenter l'homme du peuple. Alors bien sûr, il ne le représente pas en tant qu'homme du peuple, il le représente en tant que dévot. Il va même se servir en fait de prostituées, de gens dans la rue pour avoir des modèles pour la Sainte Vierge. Donc forcément, ça va faire un scandale pas possible. Mais n'empêche que c'est un peintre qui a vraiment marqué son temps, qui a eu un gros succès.
qui a eu des grosses commandes de l'Église, mais qui a aussi provoqué des vrais scandales, notamment parce qu'il représentait des détails qu'on considérait complètement triviaux. Par exemple, sur cette représentation de la Vierge de Lorette, on voit très bien, et c'est le premier plan, on voit très bien la plante des pieds du dévot, qui sont en fait très sales. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais alors ça c'est un truc, à chaque fois que vous entendez parler d'un tableau du Caravage, on vous parle des pieds et des mains avec les ongles sales et les pieds sales, parce qu'en fait c'était une façon aussi de se rapprocher de la réalité de son quotidien et d'accorder une sorte de dignité aux gens de la rue, d'accéder en fait à la représentation picturale. C'était pas, encore une fois, il ne faut pas le considérer comme une volonté d'égalité, c'est-à-dire qu'il ne représentait pas les gens de la rue pour eux-mêmes, mais en fait il s'en servait pour donner plus de force à sa peinture et justement pour créer une relation, une peinture dans laquelle les gens pouvaient se projeter. Alors, en fait, on peut dire aussi, quand on voit des tableaux, typiquement là c'est un tableau d'un paysage de Bruegel l'Ancien, donc du XVIe, et on peut se dire, Bruegel c'est pareil, en fait il a envie de représenter sa réalité, il a envie de donner une légitimité aux gens de son village pour passer à la postérité dans l'histoire de l'art. En fait, pas du tout. Toute la peinture de genre qui est très prisée en Espagne et aux Pays-Bas au XVIe et XVIIe siècle, c'est une peinture qui a un contenu moral. On revient quand même à la théorie platonicienne, c'est-à-dire qu'ici, quand Bruegel représente des gens qui patinent sur le lac en plein hiver, il ne les représente pas pour dire les gens de mon village, j'ai envie que dans 100 ans on se rappelle d'eux, j'ai envie qu'ils aient accès encore une fois à cette dignité de sujet d'œuvre d'art. Il les représente pour dire attention, là vous passez un bon moment, vous êtes en train de patiner sur le lac, mais regardez, ici il y a un trou dans la glace. Et ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça, cette partie-là, la planche en bois, c'est un piège à oiseaux. Donc en fait, c'est une peinture qui est une peinture d'avertissement, c'est-à-dire, en gros, le message, c'est profiter de la vie, d'accord, ok, mais rappelez-vous que ça ne va pas durer, en gros, hein, si on résume. Alors après, donc il y a une grosse rupture au niveau de la Révolution. Alors en France, c'est particulièrement marqué parce que ça correspond historiquement à la Révolution française. C'est une vérité dans l'Europe occidentale au XVIIIe siècle. Il y a vraiment tout un mouvement en fait qui va vers la liberté, la conquête de la liberté politique. Et au XIXe, on le retrouve vraiment dans l'imagerie d'histoire de l'art, avec pour le coup une vraie représentation des gens pour ce qu'ils sont. Ça, c'est un tableau de Courbet qui a été présenté au salon en 1859, 49, je ne sais plus, et qui s'appelle « Un enterrement à Ornans ». Et en fait, ce tableau a fait scandale. Vraiment, ça a été un scandale épouvantable, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que c'est un tableau qui est immense, qui fait 3,50 m par 6,60 m, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que les figures sont pratiquement à l'échelle 1. Et en fait, c'est un format qui, jusqu'à la Révolution française et à la fin des académies, était réservé à la meilleure peinture, la peinture d'histoire. C'était le format qu'on utilisait pour représenter les batailles des rois, pour dire que vraiment, c'était vraiment un truc qu'il fallait absolument retenir. Ici, en fait, il se sert de ce format historique et il se sert des codes de la grande peinture pour représenter l'enterrement d'un type, on ne sait même pas qui c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qui est enterré, dans un sombre village en Normandie. Voilà, et en fait, il va accorder, au travers de cette toile, il va accorder vraiment une dignité de sujet à tout le monde. Et ça passe très très mal, en fait. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout accueilli favorablement. Quand on lit les commentaires, on dit qu'en gros, les critiques d'art disent qu'il se complaît à représenter la laideur, que vraiment c'est n'importe quoi, que... on a l'impression que c'est maladif, en fait, que c'est traité comme une pathologie. Voilà, le fait de vouloir représenter les gens du peuple dans ce qu'ils sont et surtout de leur accorder cette noblesse en fait de sujet de tableau historique, c'est vraiment traité comme si Courbet était complètement malade en fait. Dans la même veine, on va avoir des représentations à cette époque-là, mais qui correspondent aussi au naturalisme en littérature, donc c'est toute la période de Zola notamment. On va avoir une représentation des petits métiers, des gens oubliés. Alors ça, c'est un tableau de Caillebotte qui est particulièrement significatif parce qu'il représente des raboteurs de parquet, qui sont vraiment un petit métier et il les représente au niveau du sol. Donc on voit bien en fait même dans la représentation picturale qu'il va accorder son attention à des gens qui vraiment jusque-là méritaient pas d'être vus en fait. Et il y a une phrase de Proudhon à cette époque qui dit que jusque-là l'art s'est intéressé qu'aux rois, aux tyrans et aux prêtres et qu'il est temps que l'art s'intéresse à la vraie vie. Donc là on va avoir vraiment, là il y a une conquête égalitaire
C'est-à-dire que tout le monde gagne le droit, gagne l'intérêt des artistes qui, en parallèle et en même temps, ont été reconnus vraiment comme artistes et comme leaders d'opinion, d'une certaine façon, dans la société. Donc c'est vraiment des choses qui vont faire avancer, qui vont contribuer, qui vont vraiment se passer en parallèle des avancées sociales du 19e siècle. En parallèle de ça, et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans toutes les formes de création artistique, on va retrouver cette notion d'égalité. Donc ici, c'est une vue de Lyon, de la place de la République. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces bâtiments donc, qui sont aujourd'hui la rue de la République, à l'époque, c'était des lotissements qui s'appelaient la rue de l'Empereur et la rue de l'Impératrice. C'était une construction architecturale qui allait dans le sens d'une plus grande égalité. Si vous regardez, si vous sortez tout à l'heure, que vous allez dans la cour de l'immeuble, vous verrez, ici on est dans un immeuble 18e, vous verrez que le dernier étage, les ouvertures du dernier étage sont beaucoup plus petites que les autres, parce que c'était l'étage des domestiques et qu'on affichait sur la façade l'inégalité de fait de la société. Au 19e, on va de plus en plus vers une harmonisation des ouvertures qui traduit le fait d'avoir une recherche de plus d'égalité dans la société. Alors tout ça, c'est avec beaucoup de guillemets, parce que bien sûr, on est bien d'accord qu'au 19e siècle, tout le monde n'était pas du tout bien loti, mais en tout cas, par rapport à ce qui s'était passé avant, on allait vraiment dans une démarche de plus de reconnaissance formelle et philosophique des droits. Alors c'est aussi l'époque, le 19e siècle, où on voit l'émergence des portraits on pourrait dire aujourd'hui des portraits de minorité, c'est-à-dire que ici, ce qui est intéressant dans ce portrait, c'est pas du tout la première fois qu'une femme noire est représentée en peinture, mais c'est la première fois qu'elle est représentée pour elle-même. C'est-à-dire que jusque-là, la femme noire dans la peinture, c'est toujours la servante, c'est toujours le faire-valoir, elle sert plutôt justement à montrer l'inégalité. Ici, elle est représentée dans un portrait de 3/4 qui pourrait tout à fait être le portrait d'une autre femme, et en fait, on ne la représente pas, on la représente en tant que femme. Et c'est un portrait qui a aussi été peint par une femme. Donc pareil, c'est pas la première artiste femme de l'histoire. Par contre, jusque-là, les artistes femmes étaient souvent des filles d'eux ou des femmes d'eux, c'est-à-dire qu'on était plus dans une logique d'atelier artisanal où la fille éventuellement pouvait reprendre le métier du père. Ici, c'est une peintre en fait qui n'était pas du tout, dont le père était fonctionnaire, je crois, enfin qui avait rien à voir avec le monde artistique et qui a réussi à se faire une vraie place et à acquérir une vraie notoriété. Donc c'est aussi cette égalité-là qui apparaît au 19e siècle. Et puis, c'est une période qui est hyper importante parce que c'est une période où on essaye de faire de l'art pour tout le monde. Alors, ici, vous avez une vue de la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres en 1851, qu'on appelle souvent l'exposition du Crystal Palace. Et là, l'idée, c'était de montrer... Alors, c'était pas forcément l'art, c'était plutôt l'industrie, mais c'était de montrer la création d'une époque donnée au plus de gens possible. Et il y a eu 6 millions d'entrées. Il y a 6 millions de personnes qui ont été, en 1851, voir la production industrielle anglaise. Donc, c'était vraiment une démarche d'ouverture. Et dans le même sens, juste après, il y a ces laits de papier peint qui sont une création d'un mouvement qui s'appelle les Arts and Crafts, qui sont en gros les grands-pères du design actuel. C'est-à-dire que c'est un mouvement anglais de la fin du 19e siècle. C'est des peintres et des artistes qui sont réunis et leur but, c'était de faire de l'art pour tous et de l'art dans la vie. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la vaisselle, ils faisaient du papier peint, ils faisaient du mobilier, ils faisaient des livres. Et l'idée, c'était de répandre le beau chez tout le monde. Alors, c'était une idée qui était très utopique parce qu'ils avaient des coûts de fabrication qui, en fait, du coup, de fait, étaient pas démocratiques. Mais il y avait quand même cette idée de pouvoir apporter l'art dans toutes les maisons. Et c'est vraiment l'idée qu'on retrouve après dans le Bauhaus et qu'on retrouve aujourd'hui dans le design. Tout à l'heure, c'est-à-dire l'obligation quelque part morale de l'artiste de représenter une réalité. Et lui, il va dire qu'en fait, il veut réduire la nature à des volumes et il va revendiquer cette façon en fait de représenter la nature de façon complètement différente, de façon complètement personnelle, et il va ouvrir la voie à toutes les avant-gardes qu'on va voir apparaître au XXe siècle. Il va ouvrir la voie juste après au cubisme. Et le cubisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'égale représentation. C'est afficher sur le même support, sur la même œuvre, sur la même sculpture, sur la même peinture, à égalité, toutes les visions qu'on peut avoir du même objet. Ici, Braque, il a regardé son objet de différents côtés et il a mis toutes les visions à égalité sur sa toile. Et en fait, non seulement il y a cette égalité picturale qui est représentée, mais en plus, il revendique le fait que sa vision à lui, elle est aussi bonne qu'une vision académique, en fait. Et c'est vraiment l'individualité, tout peut devenir art, et on va voir juste après que c'est à ce moment-là qu'apparaît l'abstraction,
L'abstraction, c'est le fait, encore une fois, on est vraiment dans la poursuite de la démarche cézannienne, on n'a plus besoin de représenter la réalité, on représente ses émotions. Ces émotions, on les rend disponibles pour tout le monde, et ça veut dire que tout le monde est égal devant cette œuvre, c'est-à-dire que chacun peut y trouver ce qu'il veut, en fait. On n'est plus contraint par une représentation qui a une forme déjà prédéfinie, préperceptible. Donc ça, c'est Kandinsky en 1912. Et juste après, on va avoir donc, les ready-made de Duchamp. Et là, tout objet. Donc là, on est dans objet égale art. Objet égale art. N'importe quel objet peut devenir de l'art à partir du moment où l'intention de l'artiste se pose sur lui. Donc là, on est vraiment aussi dans quelque chose qui est révolutionnaire et qui va se poursuivre un peu plus tard avec une démarche qui est vraiment une démarche de langage universel de l'art. Donc là, encore une fois, on est dans une recherche d'égalité. Donc ici, c'est un tableau de Mondrian. Mondrian, en fait, il a essayé de résumer l'art à des couleurs primaires et à des formes simples. Pourquoi ? Parce qu'il considérait que c'était un art qui, du coup, était perceptible et appréciable par tous, indépendamment de tout bagage culturel, de tout bagage artistique, de toute provenance sociologique. Donc il y avait une vraie démarche, en fait, d'ouvrir l'art à tout le monde. Et puis, en fait, on renverse dans les années 60 le dernier paradigme de l'art, c'est-à-dire qu'on considère que tout le monde peut être artiste. Et là, on est devant une œuvre d'Aloïs Corbaz, donc c'est de l'art brut, c'est une patiente aliénée, c'est le mouvement qui a été lancé par Dubuffet et qui dit qu'en fait, il veut faire produire de l'art à des gens qui sont exempts de toute formation artistique. Donc ici, on va faire produire de l'art par, encore une fois, des gens... il a beaucoup travaillé avec les gens qui étaient en asile psychiatrique et on a considéré que la production de ces gens-là était à l'égal encore une fois, de la production académique ou de toutes les productions artistiques qui avaient précédé. Et puis, je vais finir sur un tableau de Spoerry, donc qui s'appelle... c'est la série des tableaux pièges. Et en fait, Spoerry, qu'est-ce qu'il fait ? Concrètement, il déjeune. Puis quand il a fini de déjeuner, il colle tout ce qu'il a utilisé et tout ce qui reste sur la table. Et il dit, voilà, ça, c'est une œuvre d'art. Donc, encore une fois, on est dans la notion de tout peut devenir une œuvre d'art. Donc, en fait, on a vu quand même qu'au fur et à mesure, on est passé d'un art qui était très codifié, avec des modèles qui étaient prescrits, avec des artistes qui étaient formés de façon académique, avec une volonté de transmettre un message, de transmettre des valeurs, de transmettre quelque chose qui était un petit peu aussi codifié, à une période où aujourd'hui, en fait, tout peut devenir de l'art. Tout le monde a accès à l'art, tout le monde peut être artiste. Donc on peut considérer qu'on est dans une sorte de démocratie artistique aujourd'hui. Il y a des politiques publiques qui vont vraiment chercher à faire en sorte que tout le monde accède à l'art, aussi bien au niveau de la pratique artistique amateur que le fait de pouvoir fréquenter facilement des musées, etc. etc. Par contre, on est quand même encore en dehors de cette démocratisation de cette politique publique affichée, on est quand même encore dans une logique où il reste une inégalité de fait dans le fait de faire les artistes, puisque les artistes contemporains aujourd'hui, les artistes émergents, c'est quand même ceux qui sont sélectionnés par les institutions, par les galeries, par le mécénat, et que leur cote dépend, encore une fois, de gens qui ne devraient pas être vous et moi. Donc ça, c'est un premier constat. Par contre, il y a un deuxième constat, et là-dessus, je pense que vous serez plus à même que moi de juger ce qu'il en est, mais je pense que tous les phénomènes de réseaux sociaux, que ce soit par exemple pour le mécénat participatif, que ce soit pour la diffusion d'œuvres par tout un chacun, c'est vraiment quelque chose qui peut aller dans le sens de la démocratisation artistique, c'est-à-dire que ça peut donner vraiment une audience à des artistes pour émerger, pour pouvoir vivre de leur art, pour pouvoir promouvoir leur art. Donc en fait, je pense qu'on est quand même à un moment où on a en parallèle ces vieilles institutions, entre guillemets, qui vont encore fonctionner quelque part sur un modèle qui est un modèle connu de je sais ce qui est de l'art et je vais promouvoir ce que je considère, moi, en tant que FIAC, être de l'art. Et à côté de ça, on va avoir vraiment une émergence au moyen des réseaux sociaux, un peu à la façon d'une validation par les blockchains, là, de dire, ben voilà, cet artiste-là, en fait, je vais considérer... Il y a X milliers de personnes qui vont considérer en fait qu'il est digne d'être considéré comme un artiste et donc qui va valider sa création artistique. Voilà, mais là-dessus, je pense que encore une fois, vous êtes bien mieux placé que moi pour faire un retour
sur ce qui est de la production, du collectionnisme, etc. sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Coucou vidéo, c'est là? Ouais, coucou. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à cette super sympa présentation? J'ai redécouvert l'art, je suis content. Je me rappelais plus rien, j'avais fait ça en première année, mais j'ai oublié. Des questions? Non? Personne? Le matin, c'est dur les questions, je crois. Alors moi, du coup, j'ai quand même une question. Bon, c'était une question déguisée, mais personne ne veut me répondre. Justement, vous en pensez quoi? Vous qui êtes, je pense, tous sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un facteur d'émergence d'une démocratisation de l'art? Attention, je vais libérer la... Non, mais simplement Adèle, donc au niveau chanson, variété, pop, ce qu'on veut. Pardon. Et donc, du coup, elle est née comme ça. Et en fait, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Mais oui, bien sûr, Bansky, il est né comme ça aussi. Bansky, il a eu quand même une sorte de reconnaissance par les institutions après, mais il est né sur les réseaux sociaux, d'accord. Ok, je savais pas. Viens, même le droit à la vidéo. J'ai même le droit à la vidéo. Mais peut-être en fait que les... Hop, voilà. Ne tourne pas. Donc peut-être que les réseaux sociaux, on peut parler de signaux faibles. Et là où avant il y avait une inertie pour accéder à l'art, où il fallait être reconnu dans le circuit, là en fait il y a une multitude de signaux faibles qui peuvent émerger ensuite, avec tout le problème entre guillemets qu'on voit au niveau économique de changement d'échelle. Là c'est un peu la même chose, avec vraiment une créativité et un accès donc à cette technologie. Et je mets ça juste en lien, ça fait un peu grand écart, mais avec tout ce qui se passe au niveau Afrique de l'Ouest, au niveau africain, au niveau des nouvelles technologies, où en fait ils ont accès à des ressources grâce à ces technologies auxquelles ils n'avaient pas accès avant, dans une économie centralisée. Donc là, au niveau artistique, je pense que c'est la même chose et que ça va faire émerger énormément de choses. Mais les institutionnels vont toujours chercher à reprendre derrière, de toute façon. Ouais, merci. Je pense qu'après, voilà, c'est est-ce qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation où, en gros, l'art qui est représenté par les institutions est vraiment complètement différent et complètement à côté de la plaque par rapport à l'art contemporain, en fait, qui est promu par les gens. On peut vraiment, je pense, se retrouver dans une situation enfin, en tout cas, je me pose la question, on peut peut-être se retrouver dans une situation de grand écart. Et en parallèle, en plus, je pense qu'on peut avoir une sorte de déshérence des institutions qui fait que, en gros, si j'ai accès à de l'art tous les jours sur Internet et un art qui me parle parce qu'il est... il est cohérent avec ce que j'aime, avec mes références, mes valeurs, etc. Est-ce que je vais continuer à fréquenter, entre guillemets, l'art qui existait avant? Mais les institutions aujourd'hui, est-ce que finalement l'académie, est-ce qui était représentée par l'Église finalement et le pouvoir aujourd'hui, c'est pas Louis Vuitton et compagnie. Donc en fait, le pouvoir s'est déplacé vers les grandes entreprises au niveau capitalistique, donc les fondations de toutes sortes. Donc effectivement, il y a encore cette certaine inégalité. Après, on peut donner le micro à quelqu'un. Merci. Juste pour... Alors, j'ai quitté le monde des galeries il y a 7 ou 8 ans, mais à l'époque déjà, l'importance des réseaux sociaux et de l'impact social comptait énormément dans la détection des artistes. Et c'est quelque chose que... Alors, au niveau institution, je connais très très mal, mais au niveau des galeries, on avait déjà cette détection par le poids social des différents artistes pour savoir s'il y allait avoir une détection et s'il allait y avoir un impact potentiel. Après, tout dépend du fonctionnement des galeries. Certaines galeries travaillent plus sur l'impact grand public, d'autres plus sur la vente au musée. Et du coup, en fonction des galeries, on est sur des choses qui existaient déjà depuis longtemps. Et on le voit avec certaines galeries parisiennes qui sont complètement axées sur l'art de la cité, on va dire, l'art qui se diffuse et se propage très vite, et d'autres qui sont beaucoup plus élitistes, beaucoup plus abstraites n'est pas du tout le bon mot, mais beaucoup plus absconses, et dans lesquelles il est beaucoup plus difficile de rentrer parce qu'il faut une culture, il faut une histoire de l'art qui est un milieu profondément élitiste et pas forcément accessible à tout le monde.
Donc je ne sais pas si on gardera en permanence ce cloisonnement entre deux mondes de l'art, entre un monde qui veut s'ouvrir, qui est ouvert, qui est résolument ouvert, et un monde tel que je l'ai connu à nouveau, ça fait très longtemps que j'ai quitté ça, mais un monde qui est extrêmement élitiste et qui est dans, je vais dire, la capillotraction pure. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais bien rendre le micro si vous avez des questions. Ah. Sur le transhumanisme, j'ai pas de... J'expliquerai le transhumanisme. Oui, donc on voit justement ces deux mouvances entre les réseaux sociaux et les réseaux plus traditionnels, on va dire. Je prends par exemple les réseaux des années 60-70 dans l'art moderne qui essaient de faire une recherche très active via différents moyens et différents produits, on va dire, de comment réinventer l'art, comment aller plus loin. Est-ce que les réseaux sociaux étant justement une émanation en quelque sorte de la gnose générale et qui donc est assez résistante au changement, est-ce qu'on pourrait voir un nouveau conservatisme artistique en quelque sorte émerger de cette mémétique par les réseaux sociaux plutôt et que justement l'art traditionnel soit avance à ce niveau-là? Quelque chose, plus on va trouver d'informations sur ce qu'on cherche. Et quelque part, effectivement, dans le monde de l'art, on pourrait tout à fait tourner en rond comme ça, c'est-à-dire, c'est comme les systèmes qui boursicotent tout seuls avec une intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire qu'on va promouvoir des choses qu'on a déjà promues. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue et qui va aller dans le... J'ai pas compris ta question, c'est ça? Oui, par exemple, mais oui, entre autres, mais ça peut être vrai pour n'importe quel autre artiste. On parlait de l'émergence d'artistes directement au moyen des réseaux sociaux, c'est-à-dire que on voit très bien qu'il y a des gens qui savent très bien faire le buzz. Peut-être que ces gens-là, quelque part, ils vont réussir à mieux se valoriser, à mieux se vendre. Moi, j'ai pas d'avis de principe dessus. Enfin, je suis pas du tout contre par principe, mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir si, en gros, ils se vendent bien, pas juste parce qu'en fait, ils se vendent bien. Vous voyez ? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on trouve qu'ils sont bien à un moment donné, donc on va les rendre encore mieux, et donc du coup, en fait, ils vont devenir complètement émergents, et on va pas savoir... Enfin, on peut considérer que du coup, comme c'est une sorte de démocratie participative pure, on peut considérer qu'en fait, voilà, c'est quand même les mieux du moment. Mais quelque part, avec quand même ce biais de l'information et de l'intelligence des réseaux sociaux qui va quand même favoriser des gens qui sont déjà favorisés. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, je pense que c'est une vraie question. Et après, en dehors de ça, c'est qui c'est qui va faire émerger des artistes? Mais on a le même problème dans les institutions. Qui c'est qui va faire émerger des artistes qui ne sont promus ni par les réseaux sociaux ni par les institutions? Peut-être personne, et peut-être qu'ils ont... Après, on peut se poser la question un peu politiquement incorrecte de dire peut-être qu'en fait, ils ne sont pas destinés à émerger. Peut-être qu'ils ne rencontrent pas leur public à ce moment-là. Et est-ce qu'il faut les pousser malgré tout? Voilà. Mais voilà, je pense que voilà, ça ouvre quand même des questions qui sont intéressantes. Et puis, sans compter que par rapport à l'art moderne et ce qu'on appelle contemporain, mais qui en gros va jusqu'aux années 70-80, dans la conception en fait d'histoire de l'art, on a un certain recul qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à un artiste qui produit aujourd'hui, c'est difficile parce qu'encore une fois, si on n'a aucune médiation, en gros, c'est qu'un avis personnel. Alors, on a bien vu qu'en fait, le spectateur, il avait un rôle de plus en plus important au fur et à mesure de l'histoire de l'art et que tout le monde peut revendiquer d'aimer une œuvre, même si elle n'est pas dans les canons académiques. Mais ça reste quelque chose qui est très personnel. Ça reste vraiment, pour le coup, une relation d'égalité entre le spectateur et l'artiste, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on va voir, il faut qu'on aille travailler, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup et c'était intéressant pour moi aussi. Alors, quand même, parce que c'est quand même les Creative Mornings, donc il y a quand même un petit déjeuner qui est juste là. Donc ça va être le moment un peu libre d'aller choper votre petit gâteau, de vous régaler avant d'aller travailler ou pas. Si vous ne travaillez pas, vous avez complètement le droit aussi, hein, c'est libre. Et pour finir, vous avez normalement tous un petit numéro sur un petit post-it. Voilà. C'est pas des gages ou c'est pas des trucs à faire ou quoi que ce soit. C'est assez simple, c'est que le sujet qu'on traitera prochainement ne sera pas en août, parce qu'en août, on va se reposer, on va vous laisser partir en vacances et on va essayer de préparer au mieux le mois de septembre pour que ça pète sa mère. Et donc, le sujet du mois de septembre sera la compassion.
Voilà, c'est beau quand même, c'est mignon. Et donc l'idée, c'est que là, vous avez donc des numéros de 1 à 7, et il y a d'autres 1, et d'autres 2, et d'autres 3, d'autres 4, et d'autres 5, et d'autres 6, et d'autres 16 dans la salle. Donc c'est d'aller les retrouver, et de leur dire bonjour, et peut-être de leur faire un câlin, si c'est ça votre expression de la compassion. Et sinon, ça serait de discuter un peu de ce sujet de la compassion, et puis on voit ce qui émerge de ça, et puis après, on vous demandera plus tard ce qui est émergé, pour voir si ça peut pas nous inspirer pour justement l'intervention de septembre. Voilà. Donc sautez sur le petit déjeuner, sautez sur vos compères qui ont le même numéro, discutez, et puis bonne journée à tous.